toutes et à tous, bienvenue pour ce 41e épisode de la 8e saison de Cold Facts. On a un peu réduit la voilure en termes d'épisodes, pas tous les jours forcément, parce qu'il n'y a pas des matchs tous les jours, mais là on peut en traiter deux. On va pas faire dans le spécifique, mais on va revenir forcément sur la demi-finale romande, 100% romande entre Genève et Fribourg. Fribourg qui a gagné le match à domicile, Genève qui a répliqué au Vernet, victoire 7-3 hier soir. Plusieurs aspects à traiter, vous le verrez, le powerplay fribourgeois qui a enfin marqué, Berchi qui a marqué 2 goals, Julien Sprunger qui a marqué son 412e but pour atteindre l'égalité parfaite entre goal et assist. Mathieu Verboen aussi qui a marqué ce 5-3, on va parler avec lui du momentum, petite interview réalisée hier, et c'est parti pour ce 41e épisode. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Impeccable, merci. Ouais, la grande forme. Une forme olympique comme les clubs à domicile, j'ai envie de dire. Ouais, alors effectivement, on a 2 matchs de demi-finale dans cette série entre Genève et Fribourg et 2 victoires finalement assez solides des équipes qui recevaient. On va essayer de parler un peu généralement. Je pense qu'on va pas faire du match après match sur ce qu'on a vu là, mais par contre, je pense qu'après 2 matchs, je sais pas si tu me rejoins pour faire un premier bilan, on va dire un peu global. J'ai l'impression que les 2 équipes peuvent se dire, ouais, ils sont prenables. C'est juste, on va peut-être rappeler pour ceux par hasard qui n'auraient pas suivi, victoire de Fribourg 3-1 dans le premier match et victoire 7-3 pour Genève Servette dans le deuxième match. À cela près que ce 7-3 pourrait être vu comme un trompe-l'œil en se disant « Ouf, ah ouais, non, il n'y avait pas 7-0, puis finalement Fribourg est revenu. Il y avait 4-0 et Fribourg est revenu. Puis finalement, il y a eu un but de Verboen, 2 buts dans la cage vide. Donc, et quand on regarde en plus ce match-là, bah, tu dis que Fribourg peut y croire. Ils ont même, au niveau des expected goals, alors... Il a fallu revenir, hein. Mais quand même, c'était pas largement en faveur de Genève avant ce retour fribourgeois, finalement. Non, j'irais même plus loin. Au moment où Boson marque le 4-0, c'est quasi à l'égalité en termes d'expected goal. Donc, c'est là où des fois, tu vois que c'est pas toujours aussi clair que ça, les statistiques avancées, on va dire ça comme ça. C'est un argument à donner. Bon, tu disais aussi souvent elles sont utiles quand on a un échantillon, hein. C'est que sur une série... c'est plus compliqué. Ça permet quand même de voir les tendances du match. Et les expected goals sont intéressants là-dessus. C'est de se dire, ah ouais, ben, finalement, l'équipe qui a été la plus... Bah, ça permet aussi de dire opportuniste. Opportuniste, c'est clairement le bon mot. Et surtout, bah, il ne faut pas négliger que dans ce match-là, Berra n'a pas été bon. Hein. Autant il était exceptionnel durant tout le quart de finale. Il a fini avec le 2e meilleur pourcentage d'arrêt. Autant là, après, sur les 4 buts, il en prend 3 entre les pattes. Il a fait aucun arrêt décisif. Bah, quand tu as 1,2 expected goal et que tu aimes des 4-0, ça veut quand même dire que le gardien n'a pas fait les arrêts qu'il devait faire. Mais c'est vrai que moi, ce que je retiendrai, disons, de ce match-là, bah, effectivement, c'est l'opportunisme genevois d'un côté. Et surtout du côté genevois, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est des buteurs différents. Tu te retrouves avec 7 buts de 7 buteurs différents. Entre Praplon, Ruta, Verboen, Boson, Vizic, Chanton et Sari Hervy. Et t'as pas dit... Dans cette liste-là, on n'a pas Granlund sur passe de Puljujärvi à voilà. Maninen sur passe de Puljujärvi à Granlund sur passe de Granlund et Granlund. Et il n'y a pas eu tout ça. Donc, je me dis, ça, pour Genève, c'est un point qui est important. J'ai trouvé Vizi, bah, on l'a déjà dit, hein, depuis le début de ses playoffs, je trouve qu'il est bon et sa ligne est solide. Je parlais avec lui à la fin du match, je lui dis, mais ouais, j'ai l'impression que tu montes en puissance. Il me dit, je peux que te donner raison. Et surtout, il aimait bien l'apport de Tim Boson sur sa ligne. Puis je dis, je suis pas en train de dénigrer Vincent Praplon parce que c'est pas contre lui que je te pose cette question, mais c'est plutôt pour Tim Boson, on va dire, et qu'est-ce qu'il apporte dans cette ligne-là? Et puis il dit, clairement, il apporte une dimension différente avec Joris et Vizi.
Tim Boson, avec un jeu peut-être un peu plus physique. Il dit, puis par contre, à l'inverse, ce que tu mentionnes pas, et c'est lui qui l'a dit, il m'a dit, mais un Praplan, par contre, sur une troisième ligne, va t'amener plus de vitesse. Et il va être capable, justement, peut-être d'apporter autre chose. Et finalement, ça bonifie tout le monde d'avoir Boson à un endroit et Praplan sur un autre. Praplan qui a fini la soirée au centre, à prendre 6 engagements, à jouer une autre position. Je sais que c'est quelque chose qu'il peut faire, hein, de jouer au centre. Mais voilà, cette rocade Boson-Praplan a aussi donné cette option-là un petit peu plus bas dans le line-up à Ville Peltonen. Donc moi, de voir une ligne des Finlandais qui est moins efficace, pas forcément moins bonne, moins efficace que d'habitude, même si elle était un tout petit peu moins dominante que ce qu'on a été habitué. Mais par contre, il y en a qui ont pris le relais. Et donc ça, pour Genève, je trouve quand même que c'est assez satisfaisant comme évolution. Est-ce que, aussi au niveau des... je veux pas que ça devienne une marotte, mais... Allez, laisse-moi deviner. Les engagements. Exactement. Non, parce qu'en regardant le match, tu te dis, ça serait bien que celui-là, peut-être, telle équipe le gagne. Ah ben, Genève sort avec le puck souvent. Et c'était moins marqué, je pense, que contre Lausanne. Mais Verboen en gagne quand même 13 sur 16 et Joris 13 gagnés, 9 perdus. C'est plutôt Maninen en fait qui surprend entre guillemets en étant en négatif, alors que de l'autre côté c'est Wallmark qui a été très très bon, mais qui en a pris plus que les autres, on va dire. Ouais, après je suis désolé, mais corrélation. Non, en zone offensive, c'est Kari Maninen, il en gagne 6 sur 8. Ouais. Et donc, oui, il est en négatif, mais les engagements, on va dire, très, très intéressants, il les a quasi tous gagnés en zone offensive. Là où il était le moins bon, c'est en zone neutre. Et je vois moins d'intérêt à ces engagements-là. Donc, cette statistique-là, moi, je sortirais les deux zones, en fait, pour la calculer. Par contre, là où tu as raison, Wallmark, 16 sur 24, c'est vraiment solide. J'arrive toujours pas à le trouver hyper impliqué, mais je me pose aussi des questions sur ma façon de voir les matchs. Je vais te dire pourquoi je dis ça. Parce que j'ai pas l'impression qu'on en a fait des caisses sur Lucas Wallmark depuis qu'il est à Fribourg. Alors oui, on dit qu'il est fort. Oui, on dit que son duo avec Marcus Sørensen fonctionne bien. Jamais on va dire que c'est un mauvais joueur, évidemment non. Pas. Par contre, on n'a jamais dit regarde l'implication de Lucas Wallmark, il est extraordinaire, oh mon Dieu, l'implication, l'impact physique de ce joueur. Jamais on a dit ça. Et finalement, là, je me demande s'il ne commence pas à y avoir, je ne dis pas que moi, de ce que je lis, de ce que j'entends, finalement de ce qu'on se dit en tribune de presse, s'il ne commence pas à y avoir un sentiment où on surinterprète finalement chaque geste de Lucas Wallmark, et je ne parle pas du tout là par contre de sa célébration qui avait été honnêtement en gros va te faire arracher une dent, ça te fera plus de joie que d'avoir marqué un but, mais je parle plus globalement de son jeu, et je vais essayer pour les prochains matchs aussi de me mettre dans un état d'esprit différent concernant parce que Roger Rönnberg à un moment il n'est pas aveugle, donc si vraiment il dit que ce joueur il lui apporte rien, est-ce qu'il ne le sortirait pas de son line-up? Et là, il gagne effectivement de terre ses engagements. Il est sur la glace à toutes les sauces. Moins que de la rose. Mais... Ouais. Si le powerplay était un peu plus efficace, peut-être qu'on parlerait aussi différemment du match de Lucas Wallmark de ce lundi soir à voir. Mais voilà, je vais essayer un petit peu de voir différemment son prochain match, parce que je me dis qu'à un moment, il y a peut-être... Rönnberg a peut-être pas tort de le mettre sur la glace et on voit peut-être pas assez toutes les petites choses qu'il fait. Je lui ai parlé après la qualification, on en a déjà discuté, mais il me disait, mais moi, je fais toutes les petites choses pour essayer de faire gagner l'équipe. Il avait l'air, il a donné une interview, il a parlé 8 minutes. Je m'y attendais pas, honnêtement. Et donc, il se dit très impliqué, il se dit à fond pour l'équipe. Et moi, j'ai pas le droit, on n'a pas le droit de le remettre en doute, je trouve. C'est très juste. Je me demande, quand tu disais ça, je pensais que tu allais sortir un terme, puis finalement il n'est pas venu, mais du Wallmark bashing. Est-ce qu'on serait des fois un peu là-dessus, humainement, on se dit ah ouais, mais s'il ne veut pas signer, il a qu'à se tirer. Cet état d'esprit-là qui est nourri par les supporters aussi de Fribourg-Gotteron qui vont faire des commentaires sur les réseaux sociaux et tout, et que finalement, en discutant aussi avec d'autres personnes qui vont dire « je suis d'accord avec toi, il n'est pas impliqué », et qu'on arrive à une sorte de... Le mot est peut-être fort, Wallmark bashing, mais
Je sais pas si tu vois ce que j'imagine. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Et puis c'est vrai que à nous aussi des fois de faire un petit peu faire un petit peu attention de ne pas tomber là-dedans. Et je dis pas que d'autres le font, hein, mais c'est vrai qu'à nous d'essayer de voir d'autres choses qu'ils font. Et c'est aussi peut-être là qu'on essaie d'être juste parfois. Mais je suis quand même obligé de dire que je ne l'ai pas trouvé très très bon du côté de Genève l'autre soir. Mais finalement, quand une équipe est menée 4-0, puis revient un petit peu au courage, on va dire ça comme ça, ou à la hargne, à l'énergie du désespoir, des fois c'est assez. C'est pas. Enfin, c'est difficile de voir une ligne ultra dominante. Là, on a vu celle de Berchi. Berchi met 2 buts, il a encore un poteau derrière. Je parlais avec. J'étais côté vestiaire genevois hier. On a échangé, en fait. On est 2 sur les matchs, donc on a le luxe de pouvoir faire 2 vestiaires. Sur les quarts finales, je me suis plutôt occupé de Genève et Mathias de Lausanne. Là, on fait un peu 1-1, histoire de parler un peu à tout le monde. On va prendre match après match. Mais là, en l'occurrence, j'étais à Genève et j'ai demandé à Ville Peltonens comment, lui qui a quand même une petite expérience de hockey sur glace, on va dire ça comme ça, est-ce qu'il arrive à comprendre ces matchs où il y a un changement d'énergie tel à l'intérieur même du match, parce que finalement que Genève soit un peu plus émoussé sur le match numéro 1 après avoir dû jouer 2 jours avant, alors que Fribourg a eu un jour de repos, je peux l'entendre, et ça a été finalement assez linéaire sur les 60 minutes. Par contre, là, ce match-là, entre le 4-0 et le 4-3, là, il y a eu un changement radical, on va le fameux momentum qui est utilisé à toutes les sauces. Mais là, pour moi, il était même tangible, le momentum. On avait l'impression que les Fribourgeois avaient pris 10 centimètres et puis étaient 2 fois plus rapides que les Genevois, juste sur quelques shifts. Puis il me dit, tu ferais mieux de poser ce genre de questions à un psychologue plutôt qu'à moi, déjà en rigolant. Mais il dit, il y a quand même toujours une notion d'une équipe qui joue avec l'énergie du désespoir, qui se dit, bon, là, si sur les 3-4 prochains shifts, ça ne va pas le faire, on va devoir, on va rentrer à la maison la queue entre les jambes. Alors, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est quand même le sentiment. Puis il dit, il suffit qu'il y ait un événement qui tourne en ta faveur quand tu es dans cette énergie du désespoir-là. Tu commences à dire, alors peut-être, pour paraphraser Patrick Montel, et c'est exactement si on reprend le match gagné par Genève à 0-3 après avoir été mis 0-3 et gagné 4-3 en prolongation. Cette énergie du désespoir, c'est justement cette pénalité de Raphaël Prassel qui donne un power play à Genève et but 3-1. Et là, tu te dis, alors peut-être. Et c'est sur ça qu'a surfé finalement Genève à Lausanne et Fribourg durant cette période-là entre la 45e, au moment où ils ont marqué, mais il y avait déjà quelques minutes avant, et le 4-3 de Berchi, et même juste après, il y a encore un poteau de Berchi, donc il a failli avoir l'égalisation. Donc moi, je l'entends, cette explication, on va dire, de l'énergie du désespoir dont parle Ville Peltonen. Et puis Forboun me dit, mais on touchait plus le puck, c'est clair. On avait l'impression qu'on avait arrêté de jouer, alors qu'avant le 4-0, avant le 4-1, on était vraiment tranquille. Et on jouait bien, on avait l'impression de jouer bien, et tout à coup, bim, il y a 4-3. Quoi. Et c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre sur le moment. D'ailleurs, Mathieu Forboun, je crois que tu l'as eu à l'interview. Exact. Et on peut peut-être passer la séquence justement où tu lui poses cette question du momentum, et où il répond. On vous laisse écouter sa réponse. Le momentum, c'est un truc bizarre dans le hockey. C'est fou comment ça peut impacter un match. Et puis, on savait même, je pense, au début du troisième tiers, on avait bien géré les 5 premières minutes. Et le premier goal, c'est un peu une erreur d'entrée de zone et un bon shoot de Sponger. Et dans le final, on pensait qu'on jouait encore bien. Ensuite, les deux prochains, ils rentrent. Et tout d'un coup, c'est 4-3. Et là, on sent qu'on n'arrive plus à toucher le puck et plus vraiment à jouer. Donc, il fallait vraiment prendre le temps mort et vraiment se reculer. Donc, au final, on s'est dit sur le banc pendant le temps mort que si avant le match, on se disait qu'on allait gagner de 1 goal à 5 minutes de la fin, on serait content avec ça. Et puis, on a joué avec ça en tête. Ouais, justement, c'est assez intéressant. Forboun, on n'est pas surpris. C'est peut-être pas le joueur le plus connu en Suisse romande. Parce que, pas plus connu tout court, hein, parce que je dis en Suisse romande, mais je pense du côté de Langnau, si tu te demandes qui est Mathieu Forboun, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment des dizaines à te dire qui c'est, au-delà du nom, évidemment. Mais c'est un joueur qui est intéressant avec qui parler. On est toujours surpris, j'ai l'impression, d'aller sur sa fiche de prospect et de voir qu'il a 26 ans, parce que tu dis,
C'est juste. Bah, c'est un petit jeune qui vient d'arriver. Alors oui, il a fait ses 2 années à Lugano, mais c'est le jeune. Il a 26 ans, il a fait ses 4 années universitaires en NCAA. Là, il revient, il a fait 2 ans à Lugano et il y a eu cet échange qu'il a renvoyé à Genève contre Bertagia. Finalement, moi, j'aime bien ce joueur, j'aime bien son développement. Cette 4e ligne avec Noah Rudd et Marco Miranda, elle est vachement solide. Marco Miranda qui était sur à peu près tous les buts hier. Je crois qu'ils m'ont donné 7 passes décisives et 7 buts. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Au début du match, ils avaient envie de lui donner des points, j'ai l'impression. Alors après, je crois qu'il y a une première passe qui a été transformée en deuxième passe. Il y a une deuxième passe qui a été transformée en A. En fait, c'était pas Miranda, c'était Maninen, mais bon, on les confond toujours. Je ne sais pas si Dave Souter a fait un point ou si Puljujarvi a fait un point à qui on a donné à Maninen, parce que je pense que dans les confusions, ils auraient pu aller encore un poil plus loin. Après, des fois, nous, on se trompe aussi. Oui, tout à fait. Pas en rajouter, mais je trouve que cette 4e ligne avec Rudd et Miranda, et en fin de match, on a vu que de nouveau, physiquement, ils amènent quand même quelque chose. Et ouais, Fairboon, c'est son 2e but des playoffs. Il avait marqué lors du 4-2, lors de l'acte 4 à Lausanne. Moi j'aime bien, je trouve il se développe bien, c'est un jeune, c'est un projet encore du côté de Genève, mais c'est un projet qui a 26 ans, donc c'est vrai qu'il est censé finalement entrer dans ce qu'on peut appeler son prime, mais en même temps quand tu commences ta carrière à 23 ans chez les pros, est-ce que, oui, physiquement ton sommet, on va dire, pour pas utiliser que des mots anglais, ton sommet est censé être vers 26, 27, 28, 29 ans, mais quand tu es encore en train de te développer en tant que joueur sur les automatismes, sur le jeu finalement, est-ce que ton sommet n'arrive pas vers 30, 31, 32 et donc Fairboon n'a pas encore un petit peu de temps devant lui pour continuer sa progression? J'aime bien cette vision et ne pas oublier non plus que, évidemment, 4 années d'NCAA, tu le disais, arrivé à 23 ans, il faut imaginer que potentiellement dans un cas similaire, alors Ignatavicius il va sûrement partir en NHL, mais on pourrait imaginer 3 années d'Ignatavicius et on se retrouverait à peut-être 20-21 ans au stade de développement de Matthew Fairboon, simplement parce qu'il a commencé beaucoup plus tôt au haut niveau. Et les attaquants de puissance, ou ce qu'on appelle les power forwards, prendre un anglicisme, désolé, mais ils sont plus difficiles à développer. Il leur faut en général plus de temps. C'est ce qu'on disait en NHL, que certains arrivaient, le temps qu'ils comprennent, le temps qu'ils acceptent d'aller devant le but, le temps qu'ils fassent toutes ces choses qu'on a l'habitude de dire pour du hockey de play-off. Il leur faut un peu plus de temps, de maturation pour comprendre finalement pas comprendre le jeu, mais de comprendre leur place sur une glace dans les matchs. Et c'est pour ça que certains joueurs en NHL, des gabarits plus imposants, ont mis un peu plus de temps. Et après, tout d'un coup, on se disait, oh, mais il est incroyable. Et Fairboon, j'ai l'impression qu'on se souvient de lui un petit peu quand il était avec l'équipe de Suisse M20. Il avait quand même mis 6 points en 5 matchs en 2019. Et on se disait, lui, ça peut donner quelque chose, mais après, ça peut donner quelque chose aussi comme joueur de 3-4e bloc, parce que t'en as besoin. Et ce développement-là, je me disais, tiens, Fairboon, je le voyais pas comme un ailier de 2e ligne, mais plutôt comme un joueur capable d'embêter la première ligne adverse en étant tout le temps, en ayant un bon moteur, en étant tout le temps capable de courir, enfin de patiner pour aller embêter, et qui va pas te lâcher. Et à un moment, c'est toi qui vas lâcher en disant, il m'énerve, il est tout le temps là, allez, c'est bon. Je dois avouer que j'avais oublié le mondial M20 où il avait été deuxième meilleur pointeur derrière Valentin Nussbaumer. C'était une génération avec des Sandro Schmidt, des Simon Knack, elle était devant eux. Donc effectivement, après, j'ai pas les âges précis et qui était en dernière année junior. Oui. Il est forcément un poil plus âgé. Mais j'avais un truc intelligent à dire, mais je crois que j'ai oublié. Je crois pas que c'était très intelligent. Non, par contre, dans les évolutions potentielles du côté de Fribourg-Gotteron, je pense quand même qu'on peut mentionner déjà le fait que les petits filous de l'équipe des réseaux sociaux de Gotteron à
a frappé, ont frappé lundi en mettant les avant-matchs, quelques photos d'avant-match, en mettant les derniers préparatifs. Ils ont mis une photo de Marcus Sørensen sur leur Instagram de dos. On ne voit pas sa tête, mais on voit le numéro 9, on voit sa tignasse qui sort du casque. Il n'y a pas vraiment de doute possible. Maillot noir, ça, je me dis, bon, c'est quand même pas inintéressant comme signal. En même temps, ils lui ont peut-être dit non, Marcus, pose voir ses béquilles et puis non. Là, je rigole, évidemment, il était sur la glace. Mais le maillot noir, ça ne veut pas tout dire. Mais j'ai quand même le sentiment on se rapproche du moment où Sørensen est en train de pouvoir rejouer. Ouais, ce qui ne serait pas forcément un luxe. Parce que voilà, offensivement, on parlait avant de Lucas Wallmark qui pourrait peut-être faire qui pourrait peut-être en faire un petit peu plus. Le problème, quand un de tes étrangers, c'est ton centre de 4e ligne, c'est Daniel Ljunggren qui a de nouveau joué. Je pense qu'il a clairement fait le job. Hein. Oui. Il a de nouveau fait un joli match. L'autre soir, contre Genève, dans le match numéro 1, je l'ai trouvé très, très bon. Mais voilà, si tu dois jouer à la maison, si tu dois faire le jeu, si tu dois avoir le puck en zone offensive, ce qui doit être le cas de Fribourg, et c'est comme ça que Fribourg est meilleur, c'est quand il a le puck sur la palette. C'est quand même beaucoup d'équipes comme ça, mais étonnamment pas toutes. Si tu dis que non, t'as raison de préciser. Langnau est pas meilleur quand il a le puck sur la palette. Il lui faut de temps en temps, évidemment, mais globalement, certaines équipes ont moins besoin. Fribourg en a beaucoup besoin. Et si tu arrives à faire revenir Marcus Sørensen à côté de Lucas Wallmark à la place de Jan Dort, redescendre de la Rose au centre d'une ligne numéro 3, vu qu'il est à l'aile de la numéro 2, et du coup, Samuel Walser redescendre au centre de la 4e ligne, là, tu as une colonne de centre qui est ultra solide. Tu as un ailier d'impact offensif pour créer un duo avec Lucas Wallmark. Tu as ta Biaska Borgström-Berchi, qui est une ligne qui fonctionne vraiment bien. Marchand-Sprunger avec du coup de la Rose au centre, ça a bien fonctionné durant la saison. Puis après, tu as Gerber, Walser, Reber. Ça, c'est vraiment la ligne de bons Suisses. Reber, Walser, Gerber, ils sont magnifiques. Et je me dis, là, tu as une équipe qui tient la route. Et c'est étonnant, finalement, comme une seule pièce. C'est pas n'importe quelle pièce, hein, c'est censé être ton attaquant numéro 1. Mais on pourrait rajouter Sandro Schmidt à la place de Marcus Sørensen, ça ferait finalement ça aurait peut-être le même impact que là. Ça change tout. Ça peut te changer le visage de ton équipe complètement, parce que Jan Dort peut jouer avec Wallmark et Sørensen. Je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Et derrière, tu as 4 centres hyper solides, tu as 4 lignes plus équilibrées. Donc, je pense qu'à un moment, ils vont peut-être un petit peu essayer de le pousser. Je ne dis pas que c'est lui qui ne veut pas jouer, pas du tout. De pousser pour qu'il soit en mesure de jouer et tenter de le faire patiner un peu, parce que ça changerait tout pour Fribourg-Gotteron, je pense. Ouais, c'est après que tu parles ton Walser, Gerber, Reber, les bons Suisses. Mélanger de l'eau avec de la fondue, je sais pas, c'est très bien. Donc, je ferai attention. Au-delà de ça, on a parlé de Christophe Berchi qui j'aime pas le terme réveillé parce qu'il n'était pas du tout endormi. 7 tirs au but sur ce dernier match. Vraiment, il a essayé. Il a marqué 2. Et puis, il a surtout, c'est terrible de le dire, d'appuyer là-dessus, mais il a marqué un but en powerplay. Pas que ce soit spécial pour Christophe Berchi, mais c'était spécial pour Gotteron durant ses playoffs, puisque ça faisait 8 matchs et 2 tiers. Donc ça fait quoi, 26 tiers sans marquer un but en powerplay. Tu as fait un tweet pour dire que ça faisait plus d'une heure que Fribourg, avec 1 ou 2 hommes de plus sur la glace, n'avait pas réussi à trouver la faille. On va pas commencer à faire des records ou des trucs, parce que sans doute que c'est le genre de truc qui est pas forcément traqué comme il faut. Mais au-delà de ça, savoir si c'est un record ou pas, c'est pas important. 1 heure, un match complet sans être capable de trouver la faille. Et puis finalement, Berchi qui trouve la lucarne de Charlin et qui marque ce but. C'était même pas un soulagement pour Fribourg. Je pense que vraiment c'était juste tant mieux, on est en train de revenir. C'était plutôt, tiens, c'est le 4-2. Il se trouve qu'il est en powerplay. Mais c'était plutôt le 4-2, le momentum qui continue. Ouais, effectivement. Et là, mais mine de rien, il y a eu ce but, mais ça ne doit pas cacher le fait qu'il y a eu 9 minutes 26 de powerplay pour Fribourg-Gotteron et un seul but. Ça reste largement insuffisant. Et je suis sûr que si on demande son avis honnête à Roger Renberg, alors comme je l'ai dit, moi, je n'étais pas devant le vestiaire fribourgeois, mais devant le vestiaire genevois. Et quand il y a 2 romans dans le même match, c'est toujours difficile d'être seul parce que tu peux pas être partout. Mais je suis sûr que si on demande ton avis honnête à Roger Renberg, même s'il y a eu un but,
À mon avis, il est pas satisfait quand même de ce powerplay. Après le match numéro 1, je lui avais promis de plus jamais lui parler de powerplay tant que Fribourg n'avait pas marqué un but. Il m'avait dit merci. J'espère qu'on va reparler très rapidement de powerplay, toi et moi. Alors là, en l'occurrence, ils ont marqué un but, mais encore une fois, c'est pas bon. Je veux dire, le powerplay de Gauthieron est une catastrophe. Et moi, je n'arrive pas à me l'expliquer. Alors oui, on en avait parlé très tôt dans les playoffs. Il manque Sandro Schmidt, il faut le remplacer, etc. Mais je veux dire, c'est bon. C'est quand même des joueurs qui sont censés être de joueurs aptes à jouer en powerplay. Oui. Capla, 7 minutes 23 à la ligne bleue. C'est beaucoup. Enfin, à un moment, quand tu as un powerplay qui ne marche pas à ce point-là, est-ce que vraiment Delarose doit avoir 6,32, Valmark 6,37, Berchi 6,24, Bergström 5,24 et Capla 7,23, ou est-ce qu'à un moment, tu ne dois pas un peu changer tes trucs, puis peut-être mettre un Biasca qui va aller foutre le pif devant le but, qui va aller peut-être chercher des déviations, qui peut également s'écarter. Avec son shoot, on n'a pas trop de soucis. Je sais pas. À un moment, je pense que Roger Renberg va quand même devoir faire un atelier powerplay à l'entraînement, parce que je me doute bien qu'il le fait. Hein. C'est malhonnête de croire qu'il ne s'entraîne pas en powerplay. Mais oui, il y a un blocage. Alors, à voir si ce blocage va exploser maintenant avec ce but qui a eu lieu lors de ce 4-2 de Christophe Berthier, comme tu l'as dit. Mais si Fribourg veut avoir une chance d'aller plus loin, normalement, il va quand même falloir être un peu plus efficace en powerplay. Tu me dirais, ils ont battu Rapperswil sans le moindre but en powerplay, avec 2 buts encaissés, avec un homme de plus. Mais j'ai l'impression que le niveau est un peu en train d'augmenter. Et comme on le dit quand même chaque fois, c'est là que tu débloques des situations, c'est en faisant des powerplay. Ou le momentum. Ouais, voilà, et Fribourg n'a juste pas su le faire, quoi. Donc, ouais, c'est l'urgence numéro 1 à Fribourg, j'ai l'impression. Alors, de mon côté, il y a 2 petites choses que je voulais voir aussi avec toi, mais une où on peut passer, je dirais, comme chat sur braise, parce que c'est... tu as mentionné Berra qui se fait sortir. On a l'impression que finalement, sur les séries qu'on a regardées, chaque gardien, je prends les quarts finales aussi, à un moment était sorti et ça n'a eu aucun impact. Il était hors de question pour moi de poser la question. Alors, Loïc Gallet au prochain match, donc c'est évidemment, et ce sera même jamais, même s'il y a 3-1 pour Genève dans la série, est-ce qu'il faudrait sortir Berra ? Non, ride or die avec Berra, donc il n'y a pas de problème. L'autre chose, c'est par contre, au niveau défensif, il y a un joueur du côté de Fribourg que je voulais mettre en lumière, parce qu'on en avait parlé, et puis 2 du côté de Genève. Du côté de Fribourg, c'est Ludwig Johnson qui termine. Je sais qu'on n'aime pas le plus-minus, mais il y a quand même un -3. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des buts dans la cage vide et tout, mais quand on nous posait mais peut-être que Ludwig Johnson pourrait venir, et on était les premiers à se dire ouais, tiens, pourquoi Roger Renberg lui fait plus trop confiance en cette fin de saison ? Peut-être parce que le niveau en play-off est un autre niveau justement, et qu'on a vu aussi à Lausanne avec Basile Sansonance, on a vu avec d'autres clubs où les jeunes finalement tu peux pas leur donner autant de responsabilités. Et puis du côté de Genève, moi c'est la ligne Carrère-Lecoultre sur le goal de Carrère, c'est là, il y a une faute notamment contre il capte pas le puck sur le but de Berchi lors du premier match. Lecoultre, lui, c'est la façon dont il défend sur Julien Sprunger, où il lui laisse 2 ans pour armer son tir. Puis t'es là, ouais, alors évidemment, que si tu laisses Julien Sprunger, même à 40 ans, il va te la flanquer en lucarne. Donc, ces 2-là, du côté Genevois, et eux, ils ont de l'expérience. Je sais pas si Renberg va se dire ok, j'ai le match-up chez nous à la maison et j'ai l'avantage de la glace jusqu'au bout potentiellement. Je vais appuyer sur cette paire de défense là avec mon trio qui marche bien. Ouais, Carrère-Lecoultre, honnêtement, c'est vraiment compliqué. Ils ont 4% d'expected goal sur la glace lors de ce match numéro 2. Donc, globalement, ils ont passé 96% du temps à tenter de défendre. Donc, forcément, tôt ou tard, tu peux avoir un petit manquement, on va dire ça comme ça. Mais oui, là où tu as raison, c'est que, disons, Julien Sprunger, il n'y a pas besoin d'un scouting report trop évolué
pour savoir que c'est quand même un gars qui peut, de temps en temps, si ça se passe bien, marquer un but. Et en l'occurrence, il a égalisé le théorème Julien Sprunger avec 412 buts pour 412 passes décisives. Donc maintenant, à lui de voir s'il veut continuer à mettre des points ou s'il en reste là. Mais je peux imaginer qu'il se verrait bien encore mettre 1 ou 2 points, mais il va falloir être à l'égalité pour terminer sa carrière. Donc encore une fois, la pression est grande sur lui. Mais ouais, cette ligne Carrère-Lecoultre fonctionne pas bien, c'est une évidence. À l'inverse, c'est difficile parce que la ligne Routa-Berny est excellente, on l'avait déjà dit quelques fois durant ces podcasts. Berny m'avait expliqué que jouer avec Routa, ça l'avait bonifié parce que, évidemment, tu joues avec Routa, tu as un joueur d'expérience, il est terriblement fort. Moi, je me faisais la réflexion hier pendant le match qu'on a sur la glace un gars qui a deux coupes Stanley, qui a une longue carrière, qui a un palmarès et un pédigré assez impressionnant quand même pour se dire qu'il débarque en Suisse à 35 ans. Je crois que je ne lui ai pas parlé de la saison. Et je me faisais cette réflexion-là et je me disais, mais en fait, à quel moment... Alors, à son arrivée, il arrivait un peu sur la pointe des pieds à la fin de la préparation. Et puis, puis tout à coup, tu dis, ouais, mais attends, là, on est en play-off. Il y a ce gars-là qui est censé être un des meilleurs défenseurs qui est l'un des joueurs les plus dominants de Genève Servette. Et je crois que je ne lui ai encore pas adressé la parole. Alors, j'espère qu'il ne va pas le prendre personnellement. Mais je ne pense pas, hein, à mon avis. Je crois que de ne pas être pris à l'interview, à mon avis, c'est plutôt un soulagement pour certains. Donc, j'imagine que pour lui aussi. Mais là, ouais, tu vois l'impact d'un gars comme ça sur ce genre de match. J'ai l'impression qu'il joue avec une perche tellement il arrive à avoir de l'allonge avec sa canne tout le temps. Et il doit être désagréable à jouer en tant qu'attaquant. Et cette ligne Berny-Routa me plaît beaucoup. Et le problème, c'est est-ce que tu dois la séparer? Sarri-Hervy-Chanton, c'est bien. C'est quand même compliqué. Il y a Souter qui alterne aussi. Ouais, c'est compliqué de savoir que faire de Carrère-Lecoultre. Est-ce qu'il faut à un moment te dire, on peut pas continuer comme ça et il faut les séparer pour trouver, leur mettre les deux un peu de stabilité finalement en les séparant, mais je vois pas de formule magique. Si tu pars du principe que Routa Berny restent ensemble, oui. Ça devient compliqué d'avoir une troisième ligne avec ces deux joueurs-là, ou est-ce que tu dois mettre un des deux avec Sarri Hervy à 100% et pas faire tourner avec Chanton et Souter comme ça se passe actuellement, et que tu mets Sarri Hervy Carrère, après tu te retrouves avec Lecoultre qui alterne avec Souter et Chanton. Enfin, je sais pas, Lecoultre fait une bonne saison, mais c'est vrai que sur ces playoffs c'est compliqué, Carrère également, donc là c'est un des points d'emphase effectivement pour Genève Servette. Je pense que tu as complètement raison de le mettre en avant. Par contre, effectivement, Genève a son line-up. Je faisais des permutations du côté de Fribourg-Gotteron en cas d'éventuel retour de l'un, de l'autre. Genève, et ça c'est Dave Souter qui nous le disait avant les playoffs, a été passablement épargné par les blessures récemment. C'est moi qui rajoute récemment parce que lui il parle juste du moment présent et je comprends complètement. Notons quand même qu'il manque toujours un de tes centres qui est censé être dominant avec Tanner Richard, qui fêtait son anniversaire d'ailleurs, mais qui est toujours pas apte à jouer. Et puis je pense que là c'est bon pour cette saison, on peut tirer un. Mais au niveau des absents, ils ont nommé surnuméraire Brassard, Schneller et Akeson, blessé Richard. Donc ils font une différence entre blessé et absent, ce que Fribourg-Gotteron ne fait pas, où ils ont une litanie de joueurs qui sont absents. Mais Genève nous donne ce détail-là, et donc ils n'ont pas de blessés, hormis Tanner Richard, mais ça ne change pas ton alignement actuel, vu que ça a été toute la saison comme ça. Et je crois vraiment que là, le line-up de Genève Servette, il est vraiment en place. Et on en parlait durant la série contre le Lausanne HC, que Ville Peltonen avait son idée fixe et il s'y tient, et il croit dans cette équipe-là et dans ce line-up-là, avec le retour de Boson qui a changé quelque chose quand même, on en parlait dans l'épisode avec Djuric et Visi. Visi qui est quand même le deuxième meilleur compteur de Genève Servette sur ses playoffs. Il ne faut pas négliger ça quand même, avec 7 points. Tout à fait. Je disais au début de l'épisode, mais il fait vraiment de bons playoffs. Et j'ai trouvé Ignatavicius excellent lors de ce match numéro 2. Et là, je pense que plus la saison avance, plus les scouts ils disent le kid là, il va un petit peu moins jouer, donc peut-être qu'on vient un petit peu moins le regarder. Il y en avait un, en tout cas de mon côté de la patinoire. Peut-être qu'en face, il y en avait quelques-uns, mais je doute. Donc là, je pense que tout le monde est venu et a vu de ce qu'il était capable. Mais
je peux imaginer les scouts auraient apprécié voir ce qu'il a été capable de faire durant ce match numéro 2 contre Fribourg-Gotteron avec une concurrence qui est en train d'augmenter finalement et un niveau de compétitivité qui augmente. Et gros match de Ignatiavicius, même s'il n'a pas marqué, même s'il n'a pas de passe décisive. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a apporté. D'ailleurs, en parlant de scout, l'autre fois, toi, tu racontes ça. Il a un problème de Wi-Fi, le scout. Il y en avait un. Il était pas loin de moi, justement. Et il me demandait le code. J'étais là, ouais, mais mets-toi pas sur ce code-là parce que ça va être l'enfer. Fais du partage de connexion, mon gars. C'était l'expérience que j'ai essayé de lui transmettre. Mais pour les défenseurs, oui. Pro type, alors vu qu'on y est avec le service IT de Colfax représenté par toi, faut prendre le réseau Ville de Genève. Ville de Genève, tu mets ton numéro de téléphone, le code, mais ça c'est à l'expérience. Ça c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit prends le Ville de Genève, mais j'avais peur qu'il y ait tout le monde dessus parce que comme il est ouvert, donc voilà. Mais pour revenir. C'est plus important de l'épisode du jour, je pense. Pour revenir sur les défenseurs, la question aussi c'était de se dire Carrère et Lecoul, tu diminues leur temps de jeu, mais tu montes celui de Souter et Chanton. Mais après, typiquement, si on trouve Souter et Chanton efficaces, c'est peut-être parce qu'ils sont à 10 minutes. Et que si tu les montes, allez, on va dire à 14-15, c'est pas excessif, hein, et peut-être que tu auras un peu plus de chances d'avoir une erreur. Et que Ville-Peltonen, vu que pour l'instant ça fonctionne et que ça n'a pas. Ça fonctionne. Tu me dis, non, Carrère a coûté un but important. Il n'y a pas que lui, hein, mais un but important lors du premier match. Mais je pense qu'il doit se demander quelle est la meilleure formule. Et du côté de Genève, c'est Marc-Antoine Pouliot qui n'a pas joué, hein, d'ailleurs. Ouais. Et c'est pour ça aussi que tu disais que Praplan se retrouvait centre de. Parce que sur la feuille de match, si je dis pas de bêtises, il nous proposait un bon Marc-Antoine Pouliot en centre de 3 un peu. Ils ont fait copier-coller et puis ce n'était pas le cas. Est-ce que c'est vraiment un mal absolu pour Genève de ne pas pouvoir compter sur Marc-Antoine Pouliot? Je sais pas, je le trouvais. À la fois, je me dis, mais il y a cette expérience qui peut être hyper utile. Puis à la fois, je me dis, puis des fois, il a peut-être quand même. Là, je le rattrape aussi, hein. Un peu comme Julien Sprunger, il y a certaines phases où ça peut être hyper utile, puis d'autres où tu as plutôt envie de te dire j'espère qu'ils vont pas attaquer de ce côté-là ou que ils vont pas matcher avec une ligne rapide peut-être, parce qu'évidemment le coup de patin est pas aussi fringant qu'à l'époque. Ouais, puis en même temps, je suis obligé de te dire qu'il a 4 points en quart de finale contre Lausanne. Lors de la victoire 4-2, lors de la 4, il fait 2 passes décisives. Donc, comme tu dis, je pense que sur certains matchs, il peut être utile. Sur d'autres, il peut être dépassé. Et il faut prendre ce qu'il peut t'apporter et se rendre compte qu'il peut peut-être plus t'apporter autant qu'à une époque. Et on parle quand même d'un joueur qui a été un centre dominant de National League. Là, c'est plus le cas. Là, c'est un centre de complément en National League actuellement. Mais comme je disais plus tôt dans l'épisode, c'est vrai qu'on aurait pu mettre un peu plus l'emphase là-dessus, mais que Praplan a joué sur ce centre de 3 et qui peut le faire. Hein. Durant sa carrière, il a été au centre et c'est un joueur qui est capable de jouer les deux positions. Nous, on l'a quand même, depuis son retour en Suisse surtout, on l'a quand même beaucoup vu à l'aile. Oui. C'est un élibuteur, mais c'est un joueur qui a déjà rien que l'intelligence de jeu et il est capable de pouvoir faire ça. Et peut-être que aussi à un moment, ça peut le pas lancer sa saison parce qu'on est au 61e match de la saison de Genève Servette. Donc si elle n'est pas lancée maintenant, elle ne sera jamais lancée. Mais il n'a pas une saison extraordinaire avec Genève. Par contre, peut-être de changer de position, de changer de rôle, de responsabilité, ça peut le galvaniser, on va dire ça comme ça. Et puis, comme me disait Jimmy Vizy en début ce que je disais en début de l'épisode, il amène peut-être aussi un peu plus de vitesse sur une troisième ligne qu'un Marc-Antoine Pouliot. Lui, il me le disait par rapport à Tim Boson, mais la réflexion est tout aussi pertinente par rapport à Marc-Antoine Pouliot, voire presque davantage. Donc, à voir si ça dure ou si c'était juste un one-shot hier, mais c'est vrai que c'est une évolution, mais l'un ou l'autre, j'ai l'impression que ça ne change pas radicalement ton line-up, dans le sens où tes deux premières lignes sont
sont clairs, ta 4 est claire, et c'est juste sur ces 3 actuellement que tu peux un petit peu jouer. Et ben, on est au terme de cet épisode numéro 41 de la saison 8 de Colfax. Alors, on calme un peu le rythme, pas par manque d'envie, mais il y a moins de matchs, donc on va un petit peu espacer les épisodes. Bon, on n'espace pas carrément, parce que jeudi, on est de retour pour le prochain épisode après l'acte numéro 3 de cette série entre Fribourg et Genève Servette. D'ici là, reposez-vous bien, préparez bien le match numéro 3. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Merci à Christian pour sa petite attention qui nous envoie. Très juste, ouais. Qui nous a envoyé des choses. On le remercie infiniment. Et d'ici là, portez-vous bien, bon match et à bientôt. À bientôt.